long séjour pour études. Donc, on s'excuse pour ce petit retard. Donc, c'est une série de webinaires qui commence en collaboration avec le Consulat général de France à Alger, où nous allons un petit peu vous expliquer les différentes étapes de la préparation de votre dossier pour déposer votre demande de visa long séjour pour études. Je vais passer la parole dans quelques instants à notre collègue du consulat. Juste avant, je vais juste vous rappeler quelques informations concernant la procédure préconsulaire à Campus France. Donc là, actuellement, les établissements d'enseignement supérieur français sont en train de vous répondre. Ils ont normalement, d'après le calendrier, jusqu'au 7 mai 2025 pour vous répondre. Et vous, en tant que candidat à la procédure études en France, vous aurez jusqu'au 31 mai pour effectuer votre choix définitif. Donc, vous n'êtes pas obligé dès maintenant d'accepter un vœu qui vous a été formulé par un établissement. Vous pouvez attendre jusqu'au 31 mai, donc ne vous pressez pas. Il faut attendre que tous les établissements vous aient répondu. À la suite de cela, donc les équipes de Campus France vont vous envoyer un message pour vous expliquer la procédure qui va suivre, si vous êtes concerné ou non par l'authentification. Et dans ce message-là, tout sera indiqué sur la procédure, comment authentifier vos documents, est-ce que vous devez vous présenter à l'espace Campus France de votre localité ou pas. Et par la suite, lorsque cette étape sera effectuée, votre dossier sera instruit et vous recevrez donc le message de fin de procédure et l'accord préalable qui seront deux pièces justificatives qui vous seront demandées, qui devront être jointes à votre dossier de demande de visa long séjour pour études. Donc là, on va poursuivre. Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va vous présenter rapidement la constitution du dossier pour solliciter un visa long séjour pour études en France. Alors, cette année, il y a on va dire un changement et nous tenons à vous rassurer dès maintenant. Effectivement, nous allons changer de prestataire à partir du 8 avril. Donc, nous passons de VFS à Capago à partir du 8 avril, mais pour vous, demandeurs, il n'y aura absolument aucun changement dans la procédure. Ça sera juste physiquement le lieu où vous allez déposer votre demande qui change. Donc, alors, la procédure est similaire aux autres années, c'est-à-dire que Campus France va nous fournir de façon régulière la liste des demandeurs ayant complété leur procédure Campus France. Donc, il y aura une attestation qui vous sera également remise. Donc, nous aurons les noms des personnes ayant complété cette procédure et nous donnerons donc cette liste à notre nouveau prestataire. Donc, il s'agira de Capago, qui vous contactera et qui, de la même façon que les années précédentes, vous attribuera un rendez-vous. Donc, ça sera exactement la même procédure. Donc, les débuts d'envoi de ces rendez-vous seront pour nous vers la fin avril. Donc, on aura les listes de Campus France vers la fin avril et nous commencerons à attribuer les rendez-vous probablement début mai. Donc, ça, c'est on va dire, c'est vos dates, je dirais, les dates à retenir justement pour votre procédure. Donc, ce qu'on peut vous dire dès aujourd'hui, c'est bien évidemment d'anticiper un maximum la constitution de votre dossier, parce que les éléments que nous sollicitons sont des documents qu'on ne peut pas préparer la veille. Vous avez quand même des garants. La preuve, justement, il faudra nous apporter la preuve que les garants qui figureront dans votre dossier sont en mesure effectivement de vous soutenir financièrement. Donc ça, c'est extrêmement important. Je répète, ne préparez pas votre dossier à la dernière minute. C'est important. Ça, c'est une chose.
Autre chose également, nous tenons à souligner l'importance des documents et l'importance que vous fassiez vous-même votre dossier. Ne le confiez surtout pas à une tierce personne, parce que si jamais, et ça c'est un point très important pour nous, si jamais un document frauduleux est détecté au niveau de votre dossier, c'est un refus immédiat et une interdiction pendant 5 ans de dépôt de dossier. Donc, c'est très, très important, ne jouez surtout pas avec ça. Il vaut mieux nous mettre un courrier, une lettre, si vous avez quelque chose de particulier à nous signaler ou à nous expliquer, mettez-nous un courrier nous expliquant un petit peu votre situation, mais surtout, 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 n'ayez pas recours à une tierce personne et surtout, n'ayez pas recours à des documents frauduleux parce que ça aura de très, très graves conséquences. Voilà, ça, c'est vraiment les conseils qu'on peut vous donner. Maintenant, rapidement, qu'est-ce qu'un visa? En fait, c'est une autorisation d'entrée sur le territoire français. Et ce visa, en l'occurrence, qui est un visa long séjour pour études, vous permettra de poursuivre vos études supérieures en France. Et donc, il doit être demandé au consulat de France en fonction de votre lieu de résidence. Donc, bien évidemment, pour la circonscription d'Alger, ça sera chez nous qu'il faudra déposer. Voilà, donc ça c'est les grandes lignes de la demande de visa. Maintenant, quels sont les documents pour une demande de visa long séjour pour études? Donc, il y a un formulaire de demande de visa long séjour pour études qu'il faudra compléter. Il faudra que vous ayez un passeport avec 6 mois de validité. Alors, au niveau de la validité du passeport, on va dire que la réglementation, effectivement, vous oblige à avoir un passeport qui est valable minimum 6 mois. 6 mois, donc, après l'expiration de votre visa. Mais on sait que lorsque vous partez en France, c'est pas évident pour vous, c'est un déménagement, ce sont de nouvelles habitudes, il faut que vous vous habituiez, on va dire, à votre nouvel environnement, il faut que vous cherchiez parfois un logement, donc vous allez avoir énormément de démarches à faire. Et si en même temps votre passeport périme, ça sera une démarche administrative supplémentaire. Donc, on vous conseille vivement d'avoir un passeport qui est valable, je dirais 1 an pour que vous puissiez, on va dire, vous installer sereinement et que ensuite vous puissiez éventuellement renouveler votre passeport. Donc ça, c'est important. Même si réglementairement c'est 6 mois, ayez en tête qu'il vaut mieux avoir un passeport qui soit valable au minimum 1 an pour que vous puissiez donc vous concentrer sur d'autres démarches avant de vous occuper du renouvellement de votre passeport. Ensuite, il faudra 2 photographies d'identité. Les normes des photographies, vous les trouvez sur le site France Visa. Vous avez des normes particulières donc, pour les photographies. Une lettre explicative, comme je vous ai déjà dit, si jamais vous avez quelque chose à nous dire, à nous expliquer, n'hésitez pas à nous faire un courrier qui nous aiderait donc à comprendre un petit peu votre situation. Le justificatif donc d'admission dans un établissement d'études supérieures, donc c'est une lettre d'acceptation de Parcoursup ou d'accord préalable obtenu sur études en France. Voilà. Il nous faut un justificatif du paiement des frais d'enseignement, donc total ou partiel, ça concerne un établissement privé, et également une autorisation d'installation en France qui soit signée par les titulaires de l'autorité parentale. Donc ça, c'est sur un papier libre avec les copies d'identité des personnes qui signeront ce document. Donc ça, c'est pour les étudiants qui seront mineurs à la date de départ donc, en France. Alors, les documents pour une demande de visa long séjour. Donc, alors, il faut vous concentrer sur, on va dire, sur 2 choses qui sont importantes pour nous. Le justificatif d'hébergement et également les ressources. Ça, ce sont vraiment les 2 points, je dirais, importants parce que, alors, il faut aussi comprendre que cette demande
c'est votre future vie. On n'est pas dans une liste de documents à produire pour vous embêter, mais au contraire pour vous faciliter votre installation. Et c'est logique que vous ayez un justificatif d'hébergement parce que bien évidemment, à votre arrivée en France, il faudra bien que vous soyez logé quelque part. Donc, on demande ce justificatif. Alors, ça peut être un logement gratuit, si par exemple vous êtes hébergé par quelqu'un que vous connaissez ou même un parent. Donc, il nous faut l'attestation de l'hébergeant, donc de cette personne qui vous hébergera. Il nous faut sa copie d'identité, de sa carte d'identité ou de son titre de séjour en cours de validité. C'est normal, il faut que vous attestiez de l'identité de cette personne. Et il nous faut aussi une copie du dernier avis d'imposition ainsi que la facture de gaz et d'électricité. Ce sont des documents logiques, étant donné que le document d'identité nous permet d'identifier la personne qui va vous loger. La facture de gaz d'électricité nous permet d'avoir une adresse et la copie du dernier avis d'imposition pour avoir donc un document supplémentaire, on va dire, concernant cette personne. Si vous avez un logement qui sera loué, à ce moment-là, il faudra nous produire le bail de location de ce logement. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'être logé en cité universitaire. Donc, à ce moment-là, nous produire une attestation d'attribution du logement ou une attestation d'hébergement de l'établissement d'accueil ou de l'institution, en fonction de l'endroit que vous allez choisir pour étudier. Il y a aussi la possibilité d'une réservation d'hôtel. Mais il faut quand même être conscient qu'une réservation d'hôtel, c'est vraiment histoire de quelques jours. Bien évidemment, ça demande énormément d'argent, donc c'est pas viable. Et il nous faut bien évidemment, même si on peut accepter provisoirement, je dis bien provisoirement, c'est-à-dire bien évidemment pas sur 6 mois, mais les quelques premiers jours de votre arrivée en France, on peut accepter cette réservation d'hôtel, mais il nous faut également une lettre explicative qui nous expliquera justement ce que vous comptez faire, où vous souhaitez être hébergé après cette réservation d'hôtel. Donc, c'est quand même, je dirais, la solution la moins envisageable. Donc, c'est pour ça, si vous anticipez de façon suffisante votre départ, je dirais, en France, bien évidemment, vous trouverez plus facilement ou un logement à louer ou bien évidemment quelqu'un qui pourra vous héberger. Donc ça, c'est important. Ensuite, bien évidemment, les justificatifs de moyens d'existence. Donc, nous avons effectivement une base de 615 € par mois. Mais vous pouvez consulter aussi bien sur Campus France, sur le site de Campus France que sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez, ou alors sur n'importe quel site internet, vous pouvez bien évidemment aller voir ce que coûte réellement je dirais pas une année, mais carrément déjà un mois en France. Les 615 €, malheureusement, vous serviront peut-être uniquement pour le logement. Il va falloir voir tout ce qu'il y a à côté. Donc, effectivement, 615 €, c'est une base, mais je dirais qu'il vaut mieux partir sur au moins 700, voire 800, voire 900 € pour un mois en France, avec votre logement, avec le transport, avec votre nourriture, avec aussi peut-être quelques loisirs à côté. Et ça, vous avez des idées de dépenses à la fin de ce document, mais vous avez ça également donc, sur le site de Campus France ou en cherchant tout simplement sur Internet les coûts d'une location, les coûts d'un abonnement de transport en commun, le prix, je dirais, d'un simple cinéma. Donc ça, ce sont des choses vraiment à prendre en compte. Le départ en France, on ne part pas à l'aventure. Un départ en France, surtout pour des études, ça se prépare et ça se prépare à l'avance parce que vous partez effectivement étudier. Donc, quelqu'un qui part pour étudier, c'est quelqu'un qui doit se concentrer sur ses études et vous n'avez pas le temps, on va dire, pas forcément, en tout cas pas dans les premiers temps, vous n'allez pas avoir le temps de travailler, vous n'allez pas avoir le temps de vous occuper d'autres choses. Donc, il faut vraiment être conscient
qu'un départ en France se prépare et qu'il vous faut un minimum d'argent pour que vous puissiez arriver sereinement en France et que vous puissiez vous concentrer sur vos études. Donc, à partir de là, il nous faut donc des justificatifs de tous ces moyens d'existence. Donc, il peut y avoir, bien évidemment, la prise en charge par vos parents. Donc, il nous faudra une lettre de prise en charge avec les bulletins de salaire de vos parents, les relevés bancaires, l'attestation d'emploi, l'attestation CNAS ou CASNOS, en fonction de leur situation. Donc, en fait, tous les documents que vous voyez, tous les cas que vous voyez là, parents salariés, parents non salariés, parents agriculteurs, parents fonctionnaires, ce sont tous les documents qui sont sollicités par rapport au statut socio-professionnel de vos parents. Ce qu'il faut que vous reteniez de toutes les façons, c'est qu'il faut nous prouver que vos parents peuvent vous prendre en charge. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et pour nous démontrer qu'ils peuvent vous prendre en charge, il nous faut leur bulletin de salaire, les relevés bancaires, éventuellement l'épargne, tout ce qui peut démontrer qu'ils ont suffisamment d'argent pour pouvoir financer vos études en France, pour pouvoir financer de façon correcte vos études en France. Donc ça, c'est très important. C'est pas à prendre, c'est vraiment un point, je dirais, crucial de votre départ en France. Il faut que ce volet financier soit vraiment le plus complet possible. Et c'est très, très important. Et je reviens brièvement également sur l'hébergement. Nous avons malheureusement très souvent des cas de famille prenant en charge un neveu, une nièce, un cousin. Et donc, au moment effectivement, de la présentation de votre dossier, vous avez ça dedans. Et nous recevons en parallèle sur notre boîte générique un courrier justement de votre cousin ou de votre tante qui change d'avis. Donc, c'est très embêtant pour nous parce que votre dossier a été monté en fait autour de cette personne qui théoriquement devait être votre garant et qui se désiste. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut que vous anticipiez un maximum et surtout, il faut que vous connaissiez, il faut que vous ayez vraiment entière confiance dans la personne qui va garantir votre prise en charge. Ça, c'est très, très important. Ce n'est pas un voisin qui va le faire. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis peu de temps qui va le faire. Il faut vraiment que vous connaissiez votre garant, votre ou vos garants, parce que vous pouvez avoir aussi 2, voire 3 garants. Mais c'est important que vous les connaissiez. Ça doit être des personnes de votre proche famille. L'idéal, bien évidemment, c'est les parents, le frère ou la sœur, ou les grands-parents. C'est vraiment, on va dire, la famille très proche en qui vous pouvez avoir confiance. Ça, c'est important parce que malheureusement, c'est vraiment pas rare que l'on ait ces lettres disant non, finalement, je ne le prends plus en charge, je ne la prends plus en charge. Et là, vous avez tout votre projet qui tombe à l'eau. Donc, anticipez et essayez vraiment de présenter des garants dignes de confiance. Ça, c'est très, très, très important. Donc, en revenant à ces tierces personnes, donc, il nous faudra également une lettre explicative ou la fiche permettant d'établir le lien avec l'étudiant, donc, et un engagement de prise en charge sur papier libre, avec bien évidemment les modalités de prise en charge. Donc, eux aussi devront prouver qu'ils peuvent vous prendre en charge. Donc, il nous faudra les bulletins de salaire, les relevés de compte, le dernier avis d'imposition. Ça, c'est très important pour nous parce qu'il faut que l'on soit il faut qu'on se rende compte si effectivement cette personne est en mesure ou pas de vous prendre en charge. Et dernière possibilité, si vous êtes boursier du gouvernement français ou d'un gouvernement étranger, il nous faudra l'attestation qui indique le montant et la durée de la bourse qui vous sera attribuée. Donc, en résumé, les bons conseils sont déposer un dossier complet et cohérent, anticiper la préparation de votre dossier. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Si jamais vous avez un cas particulier ou si vous voulez nous attirer notre attention sur un point particulier, n'hésitez pas à nous écrire une lettre. N'hésitez surtout pas, je veux dire, nos collègues qui instruisent les dossiers
sont tout à fait sensibles à ça. Faites un courrier, expliquez-nous un petit peu, ça sera jamais un document inutile, jamais. Et également, vous avez 2 mois après votre arrivée en France à présenter un rendez-vous auprès de votre préfecture pour régulariser votre situation. Donc ça, c'est extrêmement important. Je dirais que c'est la démarche administrative que vous devez faire en arrivant en France. C'est pour ça que je vous ai dit, n'ayez pas en tête de renouveler votre passeport ou faire autre chose. Parce que dès qu'on vous mettez les pieds en France, il faut absolument prendre un rendez-vous auprès de la préfecture parce que les délais sont parfois très, très longs. Donc, pensez à ça, je veux dire, pensez vraiment, ça doit être votre première action en France. Je mets les pieds en France, je prends rendez-vous auprès de la préfecture pour régulariser ma situation. C'est une chose que vous allez faire et après, vous n'y penserez plus. Au moins, vous aurez déjà sollicité votre rendez-vous et vous n'aurez qu'à vous présenter le jour et l'heure à laquelle on vous a donné le rendez-vous. Donc, on vous a mis quelques exemples de dépenses courantes. On va d'abord, avant de passer à la suite, on va d'abord répondre à quelques questions. Alors, vous allez attendre juste quelques minutes. On va récolter les questions que vous avez posées sur le chat. Entre-temps, vous pouvez voir les exemples de quelques dépenses, je dirais, mensuelles. Donc, vous pouvez peut-être aussi revenir si vous avez des questions à ce sujet. Mais lisez, s'il vous plaît, justement pour vous faire une idée plus précise des dépenses. Nous, on prend quelques minutes pour lire les questions qui nous ont été posées. Et on revient aussi en direct afin de répondre à quelques-unes de vos questions. À ce sujet, les questions les plus récurrentes, on va faire une fac donc des questions les plus récurrentes et on y répondra et on vous mettra en ligne donc cette fac aussi bien sur campus que sur nos réseaux sociaux. Voilà, ça c'est important. Donc, même si on n'arrive pas à répondre aux questions, à toutes les questions que vous êtes en train de nous poser, on fera une fac avec les réponses sur les questions récurrentes. Et vous avez bien évidemment la possibilité de nous poser des questions en direct, aussi bien sur le mail de campus, le mail générique que le nôtre, qu'on vous donnera et que vous avez aussi à la fin de ce document. Voilà, donc juste patienter quelques petits instants et on revient rapidement vers vous.
Alors, petit résumé. Donc, on pose la question sur la nationalité du garant, peu importe. Je veux dire, la nationalité du garant, enfin, le garant peut être de n'importe quelle nationalité. Par contre, la condition sine qua non est que cette personne doit être quelqu'un de confiance. Peu importe le lien de parenté, peu importe si c'est effectivement un ami, de la famille, peu importe. Ce que je vous ai dit, ce que je vous ai dit précédemment, c'est que cette personne doit être quelqu'un de confiance. Ce n'est pas quelqu'un qui, au bout de un an, pardon, pas de un an, mais au bout de 2-3 semaines, une fois que vous aurez déposé votre dossier, vous plante. Ça, c'est très important. Donc, la personne qui se porte garant pour vous, là où les personnes doivent être des personnes de confiance. Et c'est pour ça qu'on vous conseille vivement d'avoir comme garant soit vos parents, soit des personnes proches, vraiment la famille proche, vos frères, vos sœurs, vos grands-parents, une famille proche. Ça, c'est vraiment conseillé. Après, si vous avez des amis de confiance, pourquoi pas, mais je répète, c'est vraiment des personnes en qui vous devez avoir confiance. Chose importante aussi, en fonction de la nationalité de la personne, il faudra bien évidemment que cette personne soit en situation régulière en France. Donc, il faudra le prouver par sa carte de séjour et bien évidemment par la photocopie de sa carte d'identité ou de son passeport. Ça, c'est très, très important. Au niveau des ressources, vous pouvez bien évidemment joindre un compte épargne. Bien évidemment, ça sera un document en plus. Il y a aucun souci à ça et vous pouvez être effectivement votre propre garant. Si vous avez travaillé avant de demander un visa pour études, il n'y a aucun problème, ou vous avez de l'argent, il n'y a aucun souci, vous pouvez être votre propre garant. Ce qui est important, c'est de garder en tête la chose suivante. Tout ce que vous avancez, tout ce que vous dites doit être justifié. C'est vraiment le maître mot. Si vous dites que vous partez pour faire des études, bien évidemment, inscription à l'université. Si vous dites que votre garant pourra effectivement vous prendre en charge, il faut que vous montriez effectivement que ce garant pourra vous prendre en charge. Donc, c'est important que vous apportiez la preuve de tout ce que vous dites. Ça, c'est important. Et vous avez également le courrier, pardon, éventuellement pour pouvoir justifier certaines situations. Pardon. Alors, donc, il nous faut aussi, alors, les documents aussi, chose très importante, c'est que les documents du visa, les documents que nous sollicitons pour votre dossier visa, ce sont les documents que la préfecture sollicitera. Donc, faites attention à une chose, par exemple, le bail devra être à votre nom. La préfecture aura besoin d'une adresse, donc ça c'est important, il vous faut également une adresse, et votre compte, donc le compte que vous présenterez à la préfecture devra être à votre nom également. Donc ça c'est important. Les documents que vous allez présenter pour l'obtention du visa seront les documents que vous allez présenter également à la préfecture. Donc n'oubliez pas, quand vous allez à la préfecture, vous allez avoir besoin d'un hébergement à votre nom, d'une adresse, ça c'est très important, parce que la carte de séjour devra comporter cette adresse, et également un compte à votre nom. Donc, il nous faut également, je reviens sur les garants, donc au niveau du garant, il faut que l'on connaisse aussi sa situation familiale. Donc, il nous faut une fiche familiale, par exemple, d'état civil, parce que nous devons connaître la composition familiale de votre garant. Et également, il faut que vous nous prouviez que ce garant, même avec sa composition familiale, est en mesure de vous prendre en charge. Donc ça, c'est très important. Le garant, donc, doit bien évidemment justifier de sa composition familiale et de ses ressources. Ça, c'est important. Donc, fiche familiale d'état civil pour le garant. Il faut que nous connaissions
sa situation, s'il est marié, s'il est célibataire, s'il a des enfants. Voilà, ça c'est important aussi. Donc, pensez, quand c'est un garant qui est quelqu'un hors de votre cercle proche, je dirais, un ami, un cousin, ou peu importe, cette personne devra justifier de sa situation familiale et également des ressources. Ça, c'est très, très important. Donc, vous pouvez également compléter tout cela avec un courrier. Alors, je vais répondre à quelques questions qui concernent Campus France. Donc, les messages de fin de procédure, donc, ils vont commencer à être délivrés juste après la fin des entretiens, donc à partir du mois d'avril, d'accord? Ça, c'est pour tous les espaces. Et pour l'espace d'Alger, donc, des rendez-vous vont commencer à vous être attribués euh, par le nouveau prestataire Capago à partir de la fin du mois d'avril, d'accord? Ensuite, j'ai vu aussi qu'il y a des questions sur l'authentification. Donc, pour l'authentification, je le répète, vous recevrez toutes les instructions sur l'authentification sur la messagerie de votre compte Études en France. Donc, vous n'avez qu'à patienter et attendre et suivre les instructions sur votre compte. Voilà, donc on prend encore une petite pause pour relire vos questions et on revient dans quelques minutes.
Donc, on reprend, on va passer le reste des slides. Donc, comme vous l'a dit ma collègue, c'est sur un petit peu les différents, le budget un petit peu des différentes dépenses que vous aurez à effectuer en France. Donc, le budget alimentation, vous avez vu tout à l'heure, il y a différents tarifs sur les différentes situations que vous allez pouvoir avoir. Le budget santé, le budget transport qui est assez conséquent, surtout lorsqu'on est à Paris. Le budget loisirs, vous avez vu qu'une place pour le cinéma, ça coûte entre 5 et 7,50 €. Ensuite, ça c'est très important, donc elle l'a dit également ma collègue, c'est la fraude documentaire. Vous devez faire très très attention à tous les documents que vous soumettez aussi bien à Campus France ou au Consulat général de France. Tous les documents doivent être authentiques. Un faux document peut vous amener à être banni ou exclu de la procédure Campus France pendant 5 ans et de toute procédure consulaire également. Donc, soyez vigilants. Les documents doivent être authentiques. Vous ne devez pas faire confiance aux intermédiaires, aux agences, aux cybercafés qui vous promettent parfois certaines formations qui ne sont pas reconnues. Il faut faire attention à ça. Prenez soin de vérifier, par exemple, ce qu'on appelle le titre RNCP. Ce n'est pas un diplôme universitaire, c'est un titre professionnel. C'est différent d'un diplôme universitaire. Et comme vous le voyez ici, c'est marqué clairement de faux documents égale refus de visa. Donc là aussi, vous le savez, les visas sont régis par voilà, l'accord de 1968 qui donne certains avantages pour les étudiants algériens et pour les ressortissants algériens en général. Vous avez un CRA, un certificat de résidence algérien qui est valable 1 an et qui est renouvelable chaque année. Alors, à ce sujet, je voulais vous rajouter vous préciser quelque chose parce que souvent on voit ce cas. Et je voudrais vous alerter sur la chose suivante. Lorsque vous sollicitez pour la première fois votre carte de séjour, vous allez avoir un récépissé de première demande de carte de séjour. Très important, ce récépissé ne vous permet pas de voyager. Ça, c'est très, très important. Il faut que vous attendiez votre document définitif pour pouvoir voyager. Si vous voyagez avec ce document, que vous venez par exemple en Algérie, ce document ne vous permettra pas de rentrer à nouveau en France. Il faudra demander au consulat un visa de retour et ça peut demander des mois. Ça peut durer des mois. Donc faites attention parce que là, vous compromettez votre année scolaire, année universitaire, étant donné que la demande d'un visa de retour peut nécessiter plusieurs mois avant l'obtention de la réponse. Donc, s'il vous plaît, ne voyagez surtout pas avec ce récépissé de première demande. Ensuite, lorsque vous ferez les renouvellements, vous pourrez voyager, mais pas lors de la première demande. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, toujours cet accord de 68, il vous autorise à travailler avec une limite de 50% de la durée du travail et vous devez solliciter une autorisation provisoire de travail pour justement exercer une activité professionnelle. Alors, donc, pour la recherche de votre logement, vous pouvez vous aider de ce site-là, messervicesétudiants.gouv.fr, qui vous permet notamment de vous acquitter de la CVEC, qui est aux alentours de 100 €. Elle est obligatoire pour toute inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. Pour la recherche de logement, donc, je le disais juste avant, il faut aller sur le site du CROUS ou du CNUS. Vous avez aussi le site Locavis qui vous permet de voir les différentes offres qui existent, pas forcément dans le CROUS, mais entre certains particuliers qui mettent à disposition leur logement pour des étudiants. Et voilà, vous avez le coût du logement. À Paris, ça dépasse largement les 800 €. En province, c'est à partir de 450 €, voire plus. En résidence universitaire, c'est 150 € et plus. Donc, tous les étudiants étrangers bénéficient d'aides, notamment celles de la CAF pour avoir les APL, les aides au logement. Et vous avez également le dispositif Visal qui est en fait une caution locative gratuite et qui vous permet, on va dire, d'avoir un garant pour votre location de logement. Vous pouvez en bénéficier. Donc voilà, ça c'est le site de Locavis. Je vous encourage à y aller pour trouver un hébergement.
Vous avez également, et ça c'est obligatoire, dès que vous allez arriver en France, vous devez vous inscrire sur le site étudiant-étranger-amélie.fr, c'est l'assurance maladie, pour avoir un numéro euh, de sécurité sociale qui sera important justement pour la demande de votre premier titre de séjour étudiant. Il faudra le renseigner, ce numéro provisoire. Et les différentes pages web que vous pouvez consulter, donc celle du Consulat général de France à Alger, celle de France Visa, qui va vous permettre de formuler votre demande de visa long séjour et de remplir votre formulaire. Le site de Campus France Algérie, où il y a toutes les informations donc, sur les études en France, mais aussi pour vous organiser et pour commencer votre séjour en France. Vous inscrire également sur le site de France Alumni Algérie, qui recense différentes offres d'emploi après vos études, si vous voulez revenir en Algérie, et qui recense, qui est le réseau en fait, des anciens étudiants algériens qui ont effectué leurs études en France, et le site de l'Institut français d'Algérie, où vous pourrez trouver les différentes activités que propose l'IFA en Algérie. Voilà, vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Voici les différentes adresses. Donc, rapidement, pour répondre aux questions qui nous sont posées, alors là, je vais répondre donc aux questions qui ont été posées par écrit et ensuite, on va faire une petite séance de 15-20 minutes où vous pourrez poser vos questions en direct et nous répondrons également en direct, si les questions, bien évidemment, ne sont pas trop difficiles. Donc, pour l'hébergement, ça peut se faire si, par exemple, votre tante ou votre oncle vous prend en charge, donc à ce moment-là, il faudra faire une attestation d'hébergement sur papier libre. Il n'y a absolument pas besoin qu'il y ait le tampon de la préfecture, mais avec ce document, cette attestation sur papier libre, il faudra également nous produire la pièce d'identité de votre parent, enfin, de la personne, donc votre oncle ou votre tante, par exemple. Il faudra également les bulletins de salaire et les fiches et la fiche, l'attestation d'imposition également. Donc, quelqu'un qui a reçu un héritage peut effectivement payer ses études avec, bien évidemment. Et pour les garants, nous souhaitons l'avis d'imposition qui complétera les documents donc, concernant la situation socio-professionnelle de vos garants. Voilà, donc une petite séance de questions-réponses en direct. Bien évidemment, je vous remercie d'être si nombreux aujourd'hui parce qu'on a atteint pratiquement 300, voire même peut-être un peu plus. Donc, merci d'être présent à ce rendez-vous. Et donc, on va répondre pendant un petit quart d'heure, 20 minutes à vos questions. Donc, merci de lever la main si vous avez une question à nous poser. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui, allez-y. Célia? Oui. Bonjour, Bonjour? vous m'entendez? Oui? Alors, j'aimerais vous poser une question sur le refus motif 5. Est-ce que c'est possible de nous en dire un peu plus? On n'arrive pas à le comprendre. Alors, ce genre de réponse, on ne pourra pas vous la donner en direct, je dirais, parce que ça dépend bien évidemment du dossier. Donc là, pour que je puisse vous répondre de façon, on va dire, pertinente, il aurait fallu que je voie le dossier. Là, je ne peux pas vous donner de réponse, malheureusement. Donc, prochaine question, c'est Monsieur Tej. Bonjour. Bonjour. Oui. Si c'est possible, ma question est un peu particulière.
genre si j'ai une double nationalité algérienne et une autre nationalité. Donc, si c'est possible, on va, si j'aurai une acceptation, de faire les procédures du visa avec l'autre passeport, l'autre nationalité, si ce sera possible. Quelle est votre autre nationalité? Et Malgache, Madagascar. Donc, et je vis ici en Algérie et j'ai fait mes études en Algérie. Alors, honnêtement, enfin, il n'y a pas une nationalité qui va être plus, je veux dire, plus recevable qu'une autre, hein. Donc, c'est à vous Euh, de faire votre propre choix, monsieur. donc, Parce que j'ai de toute été façon, les pour deux ça parce que le nationalités, passeport algérien, il sera périmé dans moins d'un an. Donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question. ça, c'est à vous de voir, monsieur. Mais Ah, le choix, d'accord. de toutes les façons, les deux nationalités sont soumises à visa. Ouais, Donc, c'est à vous de choisir. Donc, ah, d'accord. Ok, merci. je vous en prie. Oui, mais je sais. Alors, continue. Ayman Marloufi. Allô? Bonjour. Allô, Bonjour? bonjour. Bonjour? Bonjour, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, oui. D'accord. J'ai trois questions. Donc, la première question, pourquoi c'est nécessaire d'avoir un garant alors qu'un compte bancaire avec 7500 euros est déjà exigé? La deuxième question, c'est, vous avez dit tout à l'heure que pour plus de clarification, on peut vous envoyer un email ou bien inclut une lettre explicative dans le dossier. Donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on vous envoie un email ou bien on inclut juste la lettre explicative dans le dossier? La troisième question, c'est est-ce que les relevés bancaires ou bien les fiches de paie sont nécessaires? Donc, bien évidemment, des garants, puisqu'il y a des garants qui préfèrent de ne pas les partager. Donc, ils les voient comme quelque chose du personnel. Merci. Alors, donc je vais répondre aux questions, mais pas dans l'ordre. Donc, la lettre explicative, en fait, c'est une lettre qu'il va falloir nous mettre dans le dossier, monsieur. Ce n'est absolument pas un mail. Donc, c'est vraiment un courrier que vous déposerez en même temps que votre dossier, donc chez Capago. D'accord? Donc, ça, il n'y a pas de mail. Après, en ce qui concerne les garants, on comprend effectivement votre souci. Effectivement, on peut comprendre aussi que des garants ne veuillent pas donner des renseignements sur leurs ressources, ou je dirais sur leur salaire, leurs revenus. Mais malheureusement, nous, ce sont des documents dont on a besoin. Parce que, bien évidemment, on peut pas bien évidemment, se baser juste sur une somme qui est versée sur un compte. Parce que la somme, on ne connaît pas la provenance de ces fonds. Je veux dire, on n'a aucun détail, aucune information sur ce montant, monsieur. Donc, il faut quand même que vous ayez un garant avec une situation socio-professionnelle qui nous garantisse effectivement la prise en charge. J'ajouterai quand même qu'il y a une protection des données. Lorsque vous donnez des documents au consulat général, nous sommes tenus de ne pas divulguer ces informations. Donc, vous pouvez être tranquille et vos garants éventuels également, parce que à aucun moment nous ne divulguerons ces informations à d'autres organismes ou à d'autres personnes. Mais il faut comprendre qu'une somme sur un compte n'est pas suffisante. Voilà. Alors, prochaine question, Monsieur Khetab. Bonjour. Bonjour. Madame, j'ai une question concernant la procédure visa. Je suis en L1 et j'ai postulé pour un L2 et j'ai eu une acceptation. Oui. Et du coup, j'aimerais savoir, est-ce que je peux faire maintenant la procédure ou je dois attendre jusqu'à avril ou bien mai? Parce qu'on me demande le bulletin du S2 dans En fait, en l'université. fait, Me demande. alors vous êtes Oui, inscrit actuellement en L1, c'est ça? voilà, c'est ça.
Voilà, donc en fait, vous ne pourrez terminer votre procédure Campus France que lorsque vous nous aurez ramené le relevé de notes de L1. Vous êtes admis sous réserve. D'accord? D'accord. Donc, lorsque vous D'accord. aurez terminé votre année de L1, vous allez envoyer un message à Campus France, ils vont vous donner un rendez-vous, vous allez vous présenter avec le relevé de L1 authentifié, et ensuite, vous aurez le message de fin de procédure et vous pourrez déposer votre visa. D'accord. Madame, j'ai une autre question, s'il vous plaît, concernant l'authentification. Je dois authentifier tous mes documents dans le ministère, chez le ministère des Affaires Alors étrangères. là aussi, donc là maintenant, dès que vous aurez, normalement, lorsque vous aurez fait votre choix définitif, immédiatement après, quelques D'accord. jours après, vous allez recevoir un message de la part de nos équipes pour vous indiquer comment faire l'authentification. D'accord? Ah, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Alors, Ahmed, Merci. Oui, bonjour. 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 Bonjour, oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, j'espère que vous allez bien. En fait, je voudrais vous parler de mon cas, en fait, qui est un peu particulier vis-à-vis, bon, l'année dernière, j'avais eu une acceptation, Oui. d'accord? Et puis, bon, j'ai reçu trois refus. Trois refus de visa, mentionnant que j'irais pour autre chose que d'aller étudier. Bon, j'étais en M1. Maintenant, enfin, j'avais postulé pour un M2. L'acceptation, c'était pour un M2. Et le souci, c'est que la question, c'est vis-à-vis, en fait, j'ai des parents divorcés et mon père qui a refait sa vie, et puis il est français. Donc, systématiquement, je revendique la nationalité française, à ce que cela pourra éventuellement poser problème. Que votre père soit français? Et que je la revendique aussi. Que vous revendiquez quoi, monsieur, exactement? La nationalité française? oui, c'est ça. Allô? 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 Oui, madame. Oui. Excusez-moi. Oui, Donc, il y avait donc, problème de micro? Oui, 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 évidemment. vous avez fait une demande de nationalité. Non, 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 non. Ah, J'ai alors qu'est-ce demandé que un vous visa. revendiquez? Oui, mais La qu'est-ce que vous... nationalité, la nationalité. Est-ce que cela pose problème vis-à-vis le visa? Attendez, monsieur. Il y a deux choses là. Il y a Mhm, le volet nationalité et le volet visa. OK? mhm. Donc là, si vous revendiquez, ça veut dire que vous avez déposé une demande de nationalité. Comment vous la revendiquez, votre nationalité? Ben, c'est systématique, c'est par filiation, en fait. Alors, question nationalité, monsieur, si vous êtes français, Mhm, si vous êtes oui. français, vous n'avez pas sollicité un visa. Non, je suis pas. Je n'ai pas les documents en fait. Je sais que je la revendique. J'ai reçu une notification que je la revendique. Il y a eu des réserves, donc je ne l'ai pas en fait concrètement. Mais ma question, c'est est-ce que cela peut impacter le visa d'études? Ben, c'est deux choses différentes, monsieur. Vous déposez en tant qu'Algérien, donc Pourtant, j'ai bien reçu à trois reprises le même motif, disant que j'irais pour autre chose que d'aller étudier, alors que c'est faux. Monsieur, le problème, c'est que malheureusement, je n'ai pas votre dossier sous les yeux, donc je ne peux pas vous répondre à ce niveau. Et je profite aussi de votre question pour le dire aux autres personnes. Si c'est des cas particuliers, malheureusement, n'ayant pas les dossiers sous les yeux, je ne peux pas répondre euh, au motif de refus. Je ne sais pas pour quelle raison on vous a refusé, monsieur. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre parce que Oh, je n'ai pas votre dossier. on va passer à une prochaine question, on va faire un peu de parité. Mariam. Allô? Bonjour. Allô, Bonjour? oui. Oui, Vous bonjour? m'entendez? Oui? Oui, en fait, ma question, c'est que mon père, il veut faire une mise à disposition, en fait, au niveau de sa banque pour que je puisse recevoir la somme des 7 500 € là, genre, par mois, en fait. Genre, et à chaque fois, il m'envoie, genre, un truc de 700 800 € chaque mois. Je me demandais si c'était valable. Alors, donc c'est un virement irrévocable, c'est ça que votre papa vous fait Oui, de 750 800 € par mois? oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord, mais c'est-à-dire c'est de l'argent qu'il vous enverra en France? Vous avez la preuve? Oui, c'est ça. Oui,
En fait, il va faire ça au niveau de sa banque. Il va leur dire, genre, ils vont me fournir le document là, en fait, qui va, et voilà, D'accord. il va mettre les informations. Écoutez, alors à ce moment-là, vous pourrez nous produire ce document à l'intérieur du dossier. Voilà, nous expliquer comment ça va être, comment vous allez être prise en charge. Donc, effectivement, avec ça va être un virement probablement récurrent. Oui, c'est ça, chaque mois, jusqu'à, Voilà, genre, pour toute la durée de mon cursus, hein, parce que je vais voilà. faire un master et D'accord. en France. Donc, vous nous produisez l'attestation, mais il nous faudra également la situation socio-professionnelle de votre papa. Il Oui, oui, faudra nous bien sûr. produire, voilà, il faudra nous produire des documents concernant sa situation. D'accord? D'accord, mais en fait, je voulais savoir si c'était valable parce que il demande les 7 500 € directement. Donc, je ne sais pas si c'est... Alors, écoutez, mettez déjà l'épreuve de ce virement et vous nous produisez également un courrier pour nous expliquer tout ça. Et donc, si nous, on juge que c'est suffisant, voilà, on instruira le dossier de cette façon-là. Si on juge que ce n'est pas suffisant, on vous posera d'autres questions éventuellement. Donc, déposez le dossier de cette façon-là et puis on verra en fonction des documents si c'est suffisant ou pas, madame. D'accord? On continue avec Kenza. Allô, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, Oui, j'ai trois questions. oui, La première question, j'ai un garant qui habite en France et qui oui, travaille là-bas très et il bien. propose de me verser par mois une somme à peu près entre 6 000 et 1 000 euros. Il va me payer le loyer et tout. Est-ce qu'avec et j'ai deux autres garants qui sont en Algérie. Est-ce qu'avec ça, je dois avoir 7 500 € dans mon compte ou c'est pas la peine? Et aussi, j'ai une autre question. Je suis actuellement en L3 et j'ai une acceptation en Master 1. Donc, je ne peux pas faire la demande de visa jusqu'à ce que j'ai les documents, Les le relevé notes. de notes et le diplôme provisoire. Je me demande si je dépose la demande de visa en juin, est-ce qu'il y a un quota et systématiquement après ça, il y a directement des refus. Ou bien non. Absolument pas. Je commence par la dernière question. Il n'y a absolument pas de quota. Nous avons des créneaux dédiés aux étudiants, justement pour que vous ne soyez pas stressés dans la prise de rendez-vous. Donc, dès que la procédure Campus France est terminée, vous avez obligatoirement un rendez-vous chez nous sans aucun problème. Donc ça, il n'y a absolument pas de quota. Bien au contraire, nous sommes tous mobilisés pour aider les étudiants durant la période estivale. Ça, il n'y a aucun souci. En ce qui concerne vos garants, c'est très bien. Il faut nous produire la preuve qui peut vous prendre en charge, tout simplement. Donc, comme d'habitude, bulletin de salaire, les relevés de compte, l'avis d'imposition. On continue. Nordine. Allô? Bon, les dernières questions, parce que... Alors, Nordine. Allô, Oui, bonjour. bonjour. Oui, posez Allô, votre question, monsieur, s'il bon, vous bon, plaît. j'ai une question concernant le rythme alterné. Bon, j'étais accepté dans une grande école pour un rythme alterné et ils m'ont donné une attestation d'inscription provisoire que je suis accepté dans une formation alternée au début de septembre. Et j'ai une question, est-ce que je dois fournir un contrat d'apprentissage pendant mon dossier de visa ou après mon arrivée en France. Vous avez Est-ce que déjà un contrat d'apprentissage ou pas? non, pas encore, et parce que il y a des contraintes par rapport au contrat d'apprentissage parce que je dois être en France pour solliciter une autorisation de travail qui peut durer jusqu'à 2 mois. Et la plupart des entreprises n'aiment pas faire des démarches administratives supplémentaires, si Et vous en quelle comprenez. année que vous êtes accepté? Hein? En quelle année? En quelle année vous êtes accepté? Bon, je suis dans un master spécialisé, c'est un master labellisé, j'ai le droit de faire une alternance. C'est un master labellisé par des grandes écoles, conférences de grandes écoles.
Il est français par mariage? Non, qu'est-ce que tu m'as dit? Ah. Monsieur, il faut quand même, pour avoir un contrat d'apprentissage, il faut déjà que vous soyez résident en France, hein. Oui, je sais. Voilà, donc Non, Le conseil qu'on peut vous donner, en fait, parce que vous l'avez dit vous-même, c'est très difficile d'obtenir un contrat d'apprentissage à partir d'Algérie. La chose que le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'écrire à votre établissement et de lui dire de vous basculer en formation initiale, parce qu'en alternance, c'est pratiquement impossible et très difficile, comme vous l'avez dit, d'avoir la confiance d'une entreprise qui va vous signer un contrat de travail, qui va se porter garant pour l'autorisation de travail à la préfecture, etc., etc. Donc, demandez à votre établissement de vous passer en rythme initial. C'est la meilleure solution. Riyad. Bonjour. J'ai deux petites questions, si vous me permettez, s'il vous plaît. Donc, oui, une sur la prise de rendez-vous. Donc, vous oui. avez dit qu'au début de la conférence que ceux qui sont affiliés à Algis Centre ou bien à l'antenne Algis Centre, donc c'est Capago qui va nous fournir les rendez-vous, c'est bien ça. Et Oui. quand on parle de ceux, ou bien les résidents du Oran, comment ça va être pour eux? Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième, ce qui concerne le bordereau du retrait de 7500 euros. Donc, vu que le coût de vie en France actuellement, il est un petit peu élevé, donc est-ce qu'on peut déposer une attestation d'un montant supérieur à 7500 euros? Et est-ce qu'on est dans l'obligation de justifier la provenance de cette somme? Je vous remercie. Alors, pour Oran, monsieur, il faudra demander à Oran, parce que nous, on ne peut vous répondre que pour Alger, d'accord? Donc, Oran, il faudra que vous vous renseigniez là-bas. En ce qui concerne la provenance de votre argent, absolument, il faudra justifier de la provenance de votre dépôt, monsieur. On continue. Donc, William. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. En fait, on voulait vous demander si c'est possible d'avoir un garant commun avec une autre personne de la même période. On vous entend pas, hein? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un garant en commun avec une personne? Supposons que moi, j'ai 3 garants et il y a un garant qui se porte garant avec moi et ma copine, par exemple. Est-ce que c'est possible d'avoir la même personne? Si votre garant est multimilliardaire, peut-être. Mais Ok. je veux dire, il faut être conscient que qu'être garant déjà pour une personne, c'est énorme. C'est une énorme Parfait. Même si responsabilité. la personne, elle est par exemple célibataire, donc elle n'est pas mariée, ni avec des enfants ou quoi que ce soit. Donc elle est. Je répète, s'il gagne 15 000 euros par mois, peut-être. Parce qu'il va falloir qu'il prenne en charge lui-même, plus 2 autres personnes. C'est-à-dire, Pas de souci si le compte bancaire est sous une autre devise, par exemple dollar américain ou pound, pas forcément l'euro. écoutez, moi, je ne connais pas trop le profil de votre garant. La seule chose que je puisse vous dire, les 2 choses que je puisse vous dire, d'abord, c'est qu'il faudrait quand même que vous ayez entière confiance en votre garant. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que votre garant devra bien évidemment justifier de la provenance de son argent. Il faut essayer de réfléchir logiquement, en fait, Voilà. quand vous choisissez vos garants, parce que là, voilà. Peut-être effectivement qu'il a la possibilité de le faire, mais vous jouez avec votre avenir. Donc, il faut faire très attention. Alors, Gakli. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai une question déjà à propos des ressources. Donc pour les 7500 euros, donc moi j'ai une acceptation au niveau d'un IAE qui va organiser un séminaire et les frais seront à ma charge. Donc les frais seront d'environ 2000 euros. Est-ce qu'il faudrait que j'ai au final un relevé bancaire du coup à déposer, une copie du relevé d'environ 9500 euros? Est-ce qu'il faut du coup rajouter les 2000 euros ou il faudra que je les prenne du coup des 7500 euros? Alors, attendez, j'ai pas trop bien compris là. Vous partez pour un séminaire? En fait, la formation en elle-même inclut un séminaire. Et ce séminaire sera à la charge de l'étudiant. Oui. Mais c'est pendant Et votre donc, formation, c'est bien après la rentrée. oui, c'est pendant la formation.
Donc, c'est pas à prendre en compte. Je veux dire, nous, on juge sur, on instruit un dossier d'études. Donc, pour votre dossier d'études, le principal, c'est que vous puissiez vivre correctement en France. Donc, ensuite, si vous participez à des séminaires ou autres, ça, c'est par la suite. Donc, vous n'avez pas à justifier lorsque vous déposez votre demande de visa d'études en France. Voilà, donc on a répondu à pas mal de questions sur l'hébergement et les ressources. On vous remercie pour votre participation. Ne vous inquiétez pas, nous allons poster sur nos réseaux sociaux une petite slide qui récapitule les différentes pièces justificatives que vous devez mettre dans votre dossier de demande de visa en séjour pour études. Et ce n'est que le premier rendez-vous. Il y en aura d'autres durant les mois qui vont suivre. Donc, il y aura peut-être un autre webinaire et même un live chat qui sera animé par le consulat général et qui pourra répondre par écrit à toutes vos questions. On vous remercie pour votre participation nombreuse et on vous souhaite une bonne réussite dans votre projet de mobilité étudiante en France. À très bientôt. Au revoir.